Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, vous avez choisi KTO et vous avez bien raison, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors vous le savez, cette émission vise à détricoter les mythes et autres légendes noires de l'histoire du christianisme, de l'histoire du catholicisme. Or, dans le long catalogue des reproches adressés à l'Église se trouve l'inévitable question de l'Inquisition. Nous avons réalisé, il y a bien longtemps, avec André Vaucher et Laurent Albaré, une émission consacrée à l'Inquisition médiévale. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de comprendre comment l'Inquisition s'est transformée à l'époque moderne entre les XVIe et XIXe siècles. Est-ce que l'Inquisition concerne tout d'abord toute l'Europe ? Quels ont été les États les plus actifs sur le sujet ? Faut-il nuancer l'image d'une institution cruelle, d'une institution arbitraire ? Faut-il distinguer l'Inquisition romaine de l'Inquisition des États ? Est-ce qu'il existe enfin une singularité française sur le sujet ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités. Jean-Pascal Gay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur à l'Université catholique de Louvain et vous venez de diriger cet ouvrage, L'Inquisition romaine et la France, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Albrecht Burckhardt, un ouvrage paru à l'École française de Rome. Laurence Massé, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue aussi sur ce plateau. Vous êtes maîtresse de conférences en lettres françaises et vous enseignez à Rouen. Et si je vous ai sur ce plateau, c'est parce que vous-même, vous avez participé à cet ouvrage. Vous êtes notamment une spécialiste du XVIIIe siècle. Nous allons parler de Voltaire, etc. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Pascal Gay. On associe généralement l'Inquisition à la période médiévale. Et elle naît effectivement dans la première moitié du XIIIe siècle. Or, il existe bien une Inquisition à l'époque moderne. Comment définir cette Inquisition moderne ? Est-elle si différente de l'Inquisition médiévale ? Alors, elle n'est pas différente de l'Inquisition médiévale. Elle est vraiment dans la continuité de l'Inquisition médiévale, notamment dans ses principes, dans la manière dont elle se pense elle-même, dans la manière dont elle est organisée d'un point de vue légal par l'institution, dont la légitimité de son action est pensée par l'institution ecclésiastique, par la société chrétienne dans laquelle cette action se déploie. Mais il y a un certain nombre de différences nettes entre l'Inquisition moderne et l'Inquisition médiévale qui sont... je dirais d'abord le caractère pérenne des tribunaux d'inquisition à l'époque moderne, c'est-à-dire qu'à l'époque médiévale, il arrive régulièrement que les périodes où les tribunaux sont très actifs alternent avec des périodes où au contraire ils le sont très peu. Il y a des régions entières du monde médiéval où il n'y a pas de tribunaux inquisitoriaux. À l'époque moderne, quand dans un pays il y a inquisition, c'est l'intégralité du territoire qui est couvert par les tribunaux inquisitoriaux. Dans le cas de l'Espagne, par exemple, il y a, à partir du moment où les choses sont vraiment structurées, 14 tribunaux à l'échelle de l'ensemble des royaumes espagnols. Il y en a 3 pour le Portugal. Et ils agissent de manière durable, pérenne. Il y a une dimension aussi très institutionnelle, désormais, à l'Inquisition, y compris vraiment au cœur de l'institution ecclésiastique. On reparlera pas mal de Rome ensemble. À Rome, désormais, l'Inquisition universelle est une congrégation à l'intérieur de l'appareil romain. Elle n'est pas simplement une congrégation, elle est la première, celle qui a la prééminence sur les autres, celle qui a le plus de pouvoir à l'intérieur de l'appareil romain,
pendant l'intégralité de la période moderne. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, en tant qu'institution, elle a laissé aussi beaucoup de documents, beaucoup d'archives. Ça, c'est effectivement peut-être aussi une différence. Non que l'Inquisition médiévale n'ait pas connu une certaine forme de bureaucratie, mais on a évidemment, la période étant plus éloignée, perdu une partie de ces documents, alors que précisément dans la manière dont elle est organisée à partir de l'époque moderne et à partir donc des années 1540, une forme de bureaucratie et de réorganisation même, par exemple au XVIIIe siècle, des archives, fonde véritablement le caractère jurisprudentiel de cette congrégation, qui est assez, on pourrait dire, assez profondément conservatrice, dans le sens où elle se retourne beaucoup sur son passé pour asseoir son action présente. Les archives de la congrégation, ce qu'on appelait le Saint-Office, sont aujourd'hui accessibles. Oui, elles sont accessibles depuis le pontificat de Saint Jean-Paul II, en fait, qui, à la veille du jubilé, avait souhaité que des enquêtes historiques se conduisent justement sur le long terme de l'histoire de l'Église et notamment justement sur la question spécifique de l'Inquisition. Et une des demandes de la commission historique que Jean-Paul II avait fait constituer à cette occasion-là avait justement été que les archives du Saint-Office, qui s'étaient beaucoup fermées, notamment au début du XXe siècle, soient désormais ouvertes à l'enquête historique. Voilà. Alors, cela étant, les archives des tribunaux d'inquisition en dehors d'Italie étaient accessibles déjà aux historiens depuis longtemps. Et même en Italie, là où les tribunaux d'inquisition avaient été supprimés, les archives n'étaient pas entre les mains de l'institution ecclésiastique. Et là aussi, les archives étaient ouvertes depuis relativement longtemps. Mais cette ouverture des archives du Saint-Office romain, qui est la clé de voûte du système inquisitorial en Italie, a évidemment permis des progrès de notre savoir historique sur le fonctionnement à la fois de l'Inquisition romaine, mais aussi des inquisitions italiennes, assez considérables. Est-ce que l'Inquisition concerne tous les pays à l'époque moderne, tous les pays, on va dire, de l'ancienne chrétienté, puisqu'on va parler bien évidemment du protestantisme, mais est-ce que l'Inquisition, l'Inquisition française, l'Inquisition espagnole, l'Inquisition italienne, est-ce qu'il faut les distinguer ? Est-ce que certains États sont plus actifs sur cette question que d'autres ? Alors tous les pays de la catholicité entretiennent une relation avec l'Inquisition, mais on fait face à un dégradé en fait très très vaste et très subtil d'inquisition, de tribunaux qui fonctionnent en réalité même au sein de l'Italie par exemple de manière assez différente. Par ailleurs il y a des pays dans lesquels l'Inquisition n'est pas véritablement reçue, notamment la France, mais aussi assez vite Venise, qui admet l'inquisiteur, mais tout en contrôlant en fait très étroitement son action, et finalement c'est une manière de la réduire à néant ou presque. Et à l'inverse, on a évidemment l'Inquisition espagnole, qui est antérieure donc chronologiquement à la création de l'institution romaine, et qui, elle, se distingue notamment dans ses premiers temps, par une très grande férocité qui a fait sa légende noire, dont vous parliez au début de l'émission. On reviendra sur la légende noire. Oui, on parle beaucoup de l'Inquisition espagnole. Elle apparaît comme un peu le fer de lance de l'institution. Oui, ou en tout cas dans nos constructions mémorielles, elle est devenue absolument paradigmatique. Alors, et tout simplement parce qu'effectivement, l'extension de son action, son installation au cœur de la société espagnole, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une dimension qu'on a tendance à ne pas voir quand on vient d'un catholicisme ou d'un pays dont le catholicisme n'est pas un catholicisme à inquisition. C'est vraiment la manière dont l'institution inquisitoriale est installée vraiment dans la société, mobilise la coopération de la société, et c'est probablement ça qui fait du cas espagnol un petit peu le cas paradigmatique, et ce d'autant plus aussi que lorsqu'on a une littérature sur l'Inquisition, elle s'est beaucoup intéressée à l'Inquisition espagnole. Alors il y en a d'autres qu'on connaît moins, mais par exemple aux Pays-Bas, Charles Quint a installé l'Inquisition en 1523, plutôt réorganisé
et essayer de pérenniser l'Inquisition en 1523 dans le contexte de la montée des idées protestantes. Et il y a une inquisition qui est active jusqu'à la révolte de 1566. Et la révolte de 1566, au passage, commence lorsque Philippe II essaye d'imposer le modèle espagnol d'inquisition aux Pays-Bas. En tout cas, c'est un des éléments majeurs de la révolte. En tout cas, moi, une des choses qui me semble importante à penser, c'est à quel point, justement, la différence entre les catholicismes à inquisition et les catholicismes sans inquisition, comme le catholicisme français, ou comme les catholicismes minoritaires aussi, voilà, c'est-à-dire le catholicisme anglais ou le catholicisme qui subsiste aux Pays-Bas du Nord, dans le cas des Provinces-Unies, sont vraiment du coup profondément différenciés dans leur parcours historique entre le XVIe et XVIIIe par la présence ou l'absence de l'institution inquisitoriale. Et il y a une inquisition aux Amériques aussi. Et il y a une inquisition aux Amériques, ça fait partie de l'impérialité espagnole, donc un tribunal à Mexico, un tribunal à Lima, un tribunal à Carthagène, des Indes. Les Portugais aussi installent l'inquisition au Brésil, en particulier lorsque la présence impériale au Brésil, portugaise au Brésil, se modifie dans la seconde moitié du XVIe siècle. C'est vraiment un marqueur de la présence des couronnes, alors avec par contre des spécificités très très fortes. On a même un tribunal asiatique, qui est le tribunal de Goa, lui aussi très commenté par la légende noire, parce qu'il y a un texte célèbre de Delon qui a été au cœur de la constitution de la légende noire inquisitoriale, marquante, sur lequel on sait peu de choses, parce qu'une grosse partie des archives a disparu dans le cadre du tribunal de Goa. D'où vient cette légende noire? Quand est-ce qu'elle apparaît pour la première fois? Alors, c'est une question un peu difficile. Vraisemblablement, elle se développe principalement à partir du XIXe siècle de manière massive et importante, notamment aussi grâce aux estampes, grâce à la diffusion des images dans la presse et dans les ouvrages imprimés du XIXe siècle. Mais elle a ses racines beaucoup plus profondément, notamment dans la critique qui est portée à partir de la fin du XVIIe siècle en Angleterre, donc dans un contexte anticatholique souvent, contre cette institution et contre ce qu'elle fait à la liberté de penser dans ce qu'avancent ces auteurs. Et ces critiques de la fin du XVIIe siècle sont amplifiées et très largement diffusées par les Lumières, qui les ont lues, les Lumières françaises notamment. Donc Montesquieu, 1721, les lettres persanes, avec la lettre 29, qui mentionne l'Inquisition. Voltaire également, qui donne en quelque sorte une chambre d'écho à ces premières critiques. Et Voltaire consacre un chapitre important de son essai sur les mœurs, qui est son grand ouvrage historique, le chapitre 140, à l'institution de l'Inquisition. Et le protestantisme joue un rôle dans la naissance de la légende noire ? Oui, il y a quand même 3 séquences. C'est-à-dire que la première séquence moderne de la genèse d'un discours anti-inquisitorial est vraiment liée à la réforme protestante. Et y compris parce que ça vient illustrer un argument très spécifique du protestantisme, notamment un argument ecclésiologique, c'est-à-dire la dénonciation d'une forme de tyrannie ecclésiastique. Alors ça, dans les premiers textes protestants dont on dispose sur l'Inquisition, cette question de la tyrannie est absolument centrale. Mais ça n'est pas que... la question, c'est aussi qu'est-ce qu'il faut mettre sous le vocable protestant. C'est-à-dire que, par exemple, dans les premiers textes qu'on a de critique de l'Inquisition, on a aussi des textes de victimes de l'Inquisition espagnole qui passent au protestantisme aussi en raison de leur vécu du rapport avec l'Inquisition. Donc il y a aussi des circulations entre un catholicisme moins inquisitorial ou éventuellement réticent justement à l'institution inquisitoriale et le protestantisme à l'époque moderne.
Est-ce que l'Inquisition médiévale, l'Inquisition moderne, alors on a effectivement parlé de l'Inquisition médiévale avec André Vaucher et Laurent Albaret, mais est-ce que l'Inquisition moderne est l'institution sanguinaire qui sera fustigée plus tard? Est-ce que, au fond, cette critique, celle du 19e, celle du siècle des Lumières, et en remontant le temps, celle du protestantisme, ne tombe pas dans des formes de stéréotypes? Ça, c'est vraiment une question très compliquée. Il faudrait y passer des heures, hein, j'ai envie de dire. Il nous reste 37 minutes. Voilà, il nous reste 37 minutes. Donc, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire que bien entendu que la légende noire exagère la violence de l'institution inquisitoriale et essaye de lui attribuer en propre aussi des modes de violence, des modes de répression judiciaire qui sont communs à l'époque moderne. Voilà, et qu'on retrouverait aussi dans les justices civiles. Voilà. Alors, cela étant, on a pour le coup, notamment depuis les années 80, quand même une histoire quantitative sur la période moderne qui a permis de chiffrer un tout petit peu les choses. Voilà. On doit être au minimum, disons, autour de 300 000 procès, 1,5 million de dénonciations gérées par les inquisitions italiennes, portugaises et espagnoles. Alors, c'est des estimations des spécialistes. Elles mériteraient plein de questions sur comment est-ce qu'on y arrive et pourquoi. Mais admettons, disons que ça fasse à peu près consensus en ce moment dans la communauté historienne. Pour ce qui est des condamnations, le taux de condamnation à mort est quand même relativement significatif. Voilà. C'est-à-dire que pour le Portugal, où là vraiment on a les statistiques peut-être les plus sûres, sur l'intégralité du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, le taux moyen est autour de 6% de condamnation à mort. Plutôt 7% en début de période, plutôt 2,5-3% en fin de période. Donc c'est à la fois marginal dans les condamnations. Voilà, en tout cas, ce n'est pas les condamnations les plus communes, et loin de là. Et les inquisiteurs peuvent d'ailleurs rendre des peines parfois très légères. À Venise, notamment, les peines peuvent être singulièrement légères dans tout un tas de circonstances. Mais en même temps, la condamnation à mort est là. Voilà. Le secret de la procédure aussi contribue beaucoup. Les conditions de détention, la pratique de la torture, très compliquée à mesurer parce que les inquisiteurs n'aiment pas recourir à la torture parce que, évidemment, ça fonde juridiquement et théologiquement, j'ai envie de dire, très faiblement les condamnations, mais en même temps, ils continuent d'y recourir jusqu'au XVIIIe. C'est-à-dire que la torture, elle est supprimée pour l'Inquisition portugaise seulement en 1771, à un moment où la critique de la torture est quand même devenue commune dans les sociétés européennes. Voilà, donc c'est vraiment une question très compliquée. C'est une institution clairement répressive, et c'est une institution qui pense que des formes de violence sont nécessaires dans son action de répression et de préservation de la foi catholique. Mais on parle bien sur Laurence Massier, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire qu'au-delà aussi de ces cas qui donc perdurent, même si très marginalement, jusqu'au XVIIIe siècle, jusque dans les années même 1780, je crois qu'on a encore un cas de condamnation à mort en 1781. Il y a les emprisonnements de très longue durée qui interviennent. Il y a le cas très célèbre de Pietro Giannone en Italie, qui est arrêté en 1748 et qui va passer les dernières années de sa vie, les 12 dernières années de sa vie, il meurt en 48, les 12 dernières années de sa vie en prison, donc après avoir été arrêté avec l'aide en fait du royaume de Sardaigne. Et puis il y a eu aussi le poids financier en fait, les condamnations financières qui pèsent également sur ceux que l'on condamne et qui ne sont pas non plus à minorer totalement. Est-ce que l'époque moderne, par son systématisme, par sa bureaucratisation que vous évoquiez tout à l'heure, est-elle plus dure, l'époque moderne, que l'époque médiévale ? Alors là encore, la comparaison me semble très difficile parce que justement les sources médiévales ne permettent pas absolument d'avoir une vue claire sur la violence de la répression inquisitoriale.
Mais ce que je dirais, c'est certainement que l'angoisse autour de l'orthodoxie est plus forte à l'époque moderne. Voilà, c'est lié à la confessionnalisation, c'est lié à la concurrence confessionnelle, c'est lié aussi aux évolutions du catholicisme, c'est-à-dire à la manière dont le sujet croyant, à partir du XVIe et du XVIIe, est vraiment requis en catholicisme comme un sujet orthodoxe, voilà, et dont on doit pouvoir garantir l'orthodoxie. Et ce qui peut effectivement, du coup, aussi en retour conduire à des formes plus répressives. Pour vous donner un exemple, moi j'étais tombé sur un cas assez étonnant à Naples, de deux religieux, donc un supérieur et un religieux. Donc le religieux fait sous forme de jeu dans son couvent à la récréation une dissertation in laudem sodomiae, c'est-à-dire en louange de la sodomie, c'est-à-dire pour faire l'éloge des relations sexuelles entre garçons. Alors en récréation au couvent, évidemment, on peut comprendre que les autorités ecclésiastiques n'aient pas absolument apprécié. Le cas est transféré à Rome à la demande de Rome, et ce religieux est condamné aux galères à vie pour avoir fait ça. Et son supérieur est condamné dans un premier temps aux galères à vie avant que sa peine soit commuée. Alors, je pense que ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas vues du tout à l'époque médiévale. Comment se déroulaient les procès? Vous parliez tout à l'heure d'1,5 million de dénonciations, de 300 000 procès, donc beaucoup de dénonciations sont mises de côté. Comment se déroulait le procès? Il y avait une enquête, je crois me souvenir dans votre livre que vous évoquez la présence d'avocats. C'est une chose qui n'existait pas à l'époque médiévale. Alors, c'est là aussi très variable, c'est-à-dire que le début des causes, c'est souvent soit de la dénonciation, soit aussi beaucoup d'autodénonciation. C'est vraiment... C'est-à-dire des personnes qui se posent la question Oui, alors qui peuvent se les poser pour tout un tas de raisons. Ça peut être tout simplement d'abord des raisons proprement personnelles, religieuses, de croyance. Oui. C'est-à-dire qu'au confessionnal, un sujet peut se dire non, en fait, j'ai commis un crime contre l'Inquisition, et donc, soit sur le conseil de son confesseur, soit à titre personnel, décider de se présenter devant l'Inquisition. Ça peut être aussi l'autodénonciation, une manière d'éviter une peine plus dure, au cas où justement le procès intervienne pour dénonciation plutôt que pour autodénonciation. Voilà. Mais il y a aussi effectivement une collecte, une pratique de la dénonciation, et au confessionnal, là encore, en particulier en Italie et en Espagne, les confesseurs interrogent les pénitents sur leur connaissance de crimes relevant de l'autorité du Saint-Office et peuvent aussi encourager les fidèles à la dénonciation. Et ensuite, le procès va être vraiment très très variable selon la nature de la faute, selon le lieu, selon les périodes. Mais effectivement, ça reste la forme inquisitoriale, c'est-à-dire la procédure d'enquête qui préside, qui constitue, alors plus à l'époque moderne, mais qui à l'époque médiévale a constitué une des spécificités des tribunaux inquisitoriaux. Et alors, cette présence d'avocats, ça c'est compliqué, c'est-à-dire que le fidèle n'a pas d'avocat. Voilà. Mais par contre, il y a dans le tribunal quelqu'un qui va se charger de soutenir une position de défense, voilà, potentiellement. Laurence Massé. Oui, il y a également les procès qui sont faits au livre, outre que les procès faits aux personnes. Et donc, on a parlé tout à l'heure des archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui rassemblent donc les archives des anciennes congrégations du Saint-Office et de l'Index. Donc, pour regarder par exemple l'exemple du cas de Voltaire, qui quand même a fait l'objet de 32 dossiers de censure, ce qui fait de lui l'auteur, sans doute l'un des auteurs les plus condamnés dans l'histoire de ces institutions. Si on regarde la manière dont ça se passe, effectivement, on garde très rarement des traces des dénonciations qui sont parvenues, sans doute aussi en partie parce que il y avait peut-être intérêt parfois à les faire disparaître, dans la mesure où elles pouvaient, évidemment, si elles tombaient en de mauvaises mains, et la fin de la période du XVIIIe
XVIIIe siècle est particulièrement mouvementée. Les archives seront amenées à Paris et ne reviendront que très partiellement à Rome. Elles pouvaient causer évidemment des soucis aux dénonciateurs. Donc on garde peu de traces de ces dénonciations, mais on est à peu près certain que c'est sous cette forme que la plupart des examens des livres ont débuté par les deux congrégations. Ce qui m'a frappé dans le cas de Voltaire, c'est le caractère souvent un peu hasardeux, en fait. Pas vraiment arbitraire, mais hasardeux de ces dénonciations. Un cardinal passe à Florence, il découvre en vente chez les bouquinistes des bords de l'Arnaud des ouvrages de Voltaire, il les dénonce via la secrétaire d'État au Saint-Office. Un autre individu écrit pour dénoncer la présence du dictionnaire philosophique dans les lectures des jeunes gens. Enfin, voilà, il y a un côté tout à fait hasardeux, mais qui repose toujours sur cette dénonciation première. Mais quand vous dites que c'est l'auteur le plus condamné, c'est chaque livre qui, dans le cadre de la congrégation de l'Index, est étudié ? Alors, il n'y a pas du tout d'études systématiques, précisément, puisqu'on peut supposer que, assez largement, c'est sur la base de dénonciations ou de pression, par exemple, du clergé de France, que ces examens adviennent. On en a parfois la trace, parfois on ne l'a pas dans les dossiers qui sont aujourd'hui conservés, dans les deux congrégations, c'est-à-dire à la fois le Saint-Office, cette série Censurae Librorum. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le Saint-Office, en fait, qui a la main, en quelque sorte, au moment où, précisément, l'Église durcit sa position par rapport aux Lumières, et finalement l'arrête à la mi-temps du XVIIIe siècle, dans les années 1750-1752. Et donc, c'est le Saint-Office qui, à ce moment-là, opère sur les 7-8 premières censures de Voltaire, puis passe la main, on va dire, à l'Index, qui a été remis au travail par Benoît XIV et doté d'une nouvelle constitution pour l'examen des livres également, et qui donc va majoritairement poursuivre cette œuvre de censure des textes de Voltaire jusqu'en 1808, donc très longtemps, 30 ans après la mort de Voltaire. Est-ce qu'il faut, parce que là on évoque Rome, bien évidemment, la papauté, on sait le rôle des ordres religieux dans l'Inquisition. Est-ce qu'il faut distinguer l'Inquisition romaine de la lutte contre les hérésies par les États eux-mêmes, par la France, par la couronne de France, par la couronne espagnole, etc. Alors oui, absolument, même si évidemment ça interagit. C'est-à-dire que donc, si on prend le cas de l'Espagne, la lutte contre l'hérésie est évidemment intégralement de la juridiction de l'autorité inquisitoriale. Cette inquisition est une inquisition nationale, c'est une inquisition qui est relativement indépendante de Rome, puisque en gros l'inquisiteur général à Madrid a le monopole des appels, en gros à partir du milieu du XVIe siècle. Mais en même temps, l'intégralité de la légitimité vient de la délégation pontificale du pouvoir inquisitorial. En France, en 1539, la répression de l'hérésie est en gros, là aussi, monopolisée par l'autorité royale, par l'édit de Paris. Mais en même temps, lorsque Henri II s'inquiète justement du développement du protestantisme, c'est quand même avec Rome qu'il envisage l'établissement d'une inquisition. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une proposition de Paul IV d'installer une inquisition en France, et ça passe pas. Mais Henri II obtient par contre dans un second temps, à un moment, qu'on crée une possibilité d'inquisition en obtenant justement une délégation du pouvoir inquisitorial par Rome pour les cardinaux de Lorraine, de Bourbon et de Châtillon. Alors c'est ensuite pas appliqué, parce que la dynamique française et les résistances, notamment des autorités civiles, vont faire que ce tribunal n'advient pas, mais ça a quand même été envisagé. Donc il y a toujours une dialectique, et de manière générale, la justice inquisitoriale est toujours une justice pontificale déléguée.
même là où on maintient très à distance l'autorité pontificale. Mais justement, quand vous dites ça ne se fait pas, il y a des résistances, etc., pourquoi il y a ces résistances? Parce que c'est la papauté, parce qu'il y a une volonté d'indépendance de la part de la couronne de France sur ces questions. C'est, j'allais dire, un vieil écho entre la lutte du temporel et du spirituel? Alors à nouveau, moi je ne pense pas que ça soit tellement la lutte du temporel et du spirituel, puisque en Espagne, on est sur un modèle très spécifique de coopération des autorités civiles et des autorités ecclésiastiques à l'intérieur d'un même espace ecclésial, qui est que celui de la chrétienté espagnole. En France, cette coopération est beaucoup plus compliquée. C'est les traditions juridiques françaises, gallicanes. Mais dans le cas d'Henri II, justement, c'est le monarque qui demande l'inquisition. Et c'est des résistances de l'aristocratie, des résistances des parlements. Des évêques aussi. Voilà, des évêques aussi, qui vont faire que ce moment inquisitorial n'advient pas et que la question ne se repose plus en France. Parce qu'évidemment, elle ne peut se reposer qu'après les guerres de religion. Voilà. Et là, les spécificités du compromis religieux français, le développement de la première légende noire, laisse moins d'espace pour la possibilité d'une inquisition en France. Et passé le XVIIe siècle, c'est évidemment plus du tout une question. Laurence Massé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, à l'inverse, en 1750-1751, c'est le clergé de France qui fait quelque part demande l'intervention de Rome. Donc on assiste à une sorte de retournement au moment où en fait le ministère Machaut d'Arnouville entend faire contribuer l'Église en fait à la richesse de la nation, lui faire payer en fait des impôts, pour le dire plus facilement. Le clergé de France, d'une certaine manière, fait appel à Rome. Nous sommes en quelle année? On est en 1751, 1750-1751. Il y a une polémique qui se développe, qui est qu'on a appelée la querelle des humilités ecclésiastiques et qui est à l'origine de la première condamnation d'un texte publié anonymement par Voltaire, un texte de commande, vraisemblablement du ministère Machaut d'Arnouville, qui s'appelle, c'est un tout petit texte, un tout petit argumentaire qui s'appelle La voix du sage et du peuple, et qui est le premier texte en fait de Voltaire qui est condamné à Rome. Donc avec une intervention effectivement du nonce qui transmet à Rome cette demande de l'Église de France de soutien finalement. Je voudrais qu'on retourne à une vision plus généraliste. Quelles sont les cibles de l'Inquisition? On parle de Voltaire, bien évidemment, mais on n'est pas étonné. Mais quelles sont les cibles de l'Inquisition et est-ce que le protestantisme va en conséquence donner du fil à retordre vu l'incroyable développement du protestantisme au XVIe siècle? Alors c'est très variable selon les régions et les périodes. Pour l'Inquisition italienne, sur le long terme, et c'est très présent quand même côté espagnol, ce qui domine, c'est tout ce qui va être pratique, un spectre large, sorcellerie, magie, mais aussi formes de superstition, qui peuvent faire l'objet d'une condamnation. Sur le long terme, en Italie, c'est quand même autour de 30% des cas. Il y a globalement tout ce qui va être propos, blasphème, avec éventuellement propositions hérétiques ou pas propositions hérétiques, qui sont présents là aussi partout. Alors après, il y a des vraies spécificités des inquisitions ibériques, c'est-à-dire notamment dans la première période de l'histoire des inquisitions ibériques, donc la fin du XVe, le début du XVIe siècle. La cible majeure, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens dans la péninsule, c'est-à-dire des descendants, soit des juifs convertis, soit des descendants de juifs convertis, qui sont suspects de malcréance. Les conversos, oui. Voilà, les conversos, et qui font l'objet d'une surveillance importante dans une Espagne très angoissée de son unité politique et religieuse et qui est pensée ensemble, unité politique et religieuse. Et puis ensuite, il y a toute une série de thèmes qui intègrent ou qui n'intègrent pas le spectre inquisitorial. Alors par exemple, la répression des homosexualités,
fait partie de la juridiction de l'Inquisition en Aragon et au Portugal, mais pas en Castille. Voilà. Et en Italie, c'est très variable selon les périodes. Paul IV essaye d'étendre beaucoup justement la juridiction du jeune tribunal inquisitorial pour l'ensemble de la péninsule italienne. Et par contre, Pie IV restreint ensuite sur vraiment les questions de foi de manière plus stricte. Et alors, vous évoquiez Paul IV, mais peut-être avant, il y a Paul III. Paul III, c'est le Concile de Trente, et il y a la question du protestantisme. Est-ce que l'Inquisition ne veut pas être dépassée par cette vague européenne sur cette question? Est-ce que le protestantisme, au fond, ne va pas changer les paradigmes et amener, au fond, à une sorte de début de déclin de l'Inquisition? Alors là, il faut périodiser, parce que là où il y a Inquisition, le protestantisme recule très très nettement. C'est-à-dire qu'en Italie, la réduction quasiment à rien d'un courant pas tant protestant que réformateur, en fait, puisque évidemment, à quel moment on a clairement un protestantisme entre les années 1520 et 1565, la fin du Concile de Trente, c'est vraiment très compliqué. Mais par contre, l'action inquisitoriale dans l'Italie de la première moitié du XVIe siècle est extrêmement efficace. Et finalement, il n'y a pas de communauté protestante qui parvient à se structurer de manière stable, de confession concurrente qui parvient à se stabiliser dans l'Italie du Nord, où pourtant la présence des idées réformées et des idées luthériennes était très puissante dans les années 1510, 1520, 1530. Pareil en Espagne, ce qui peut exister comme cercle évangélique dans les années 1520, 1530, est là aussi très rapidement réduit à rien, et l'action inquisitoriale y joue un rôle absolument essentiel. Alors évidemment, l'Inquisition n'a pas réussi à empêcher la structuration du protestantisme à l'échelle de l'Europe et à une échelle plus globale, y compris parce qu'il y a d'autres enjeux, notamment géopolitiques, qui interviennent dans ce cadre-là. Là où le protestantisme met peut-être plus en crise l'institution inquisitoriale, c'est dans la manière dont il constitue justement un laboratoire de réflexion sur la pratique inquisitoriale elle-même, et notamment justement dans tout ce corpus de critiques qui ensuite a aussi une influence dans le monde catholique. Laurence parlait de ce qui est la deuxième phase de la légende noire qui intervient vraiment dans les années 1680. C'est une critique où un certain nombre de penseurs protestants jouent un rôle très important, à commencer par exemple par Pierre Bell dans le cas francophone, avec une idée d'une institution qui est opposée aux libertés au moment où la question de la liberté civique devient politiquement importante à la fin du XVIIe siècle. Et là, évidemment, ça percole dans le monde catholique de manière très puissante à partir de la fin du XVIIe. Et c'est au cœur de la grande crise des Inquisitions au XVIIIe qui accompagne les vagues de suppression qui s'étendent à partir surtout de 1746 jusqu'à la Révolution française. Laurence Massé. Oui, cette période des années 1680, c'est aussi la grande période de la critique biblique, du développement de la critique biblique en Angleterre, qui sera reprise. On sait sans doute trop peu que Voltaire a beaucoup écrit sur la Bible, des quantités, des centaines de pages qui sont en partie héritées de cette production imprimée qui se développe de manière très importante en Angleterre. Et c'est aussi ça, pour revenir au début de ta réponse, en fait une des différences très, très importantes pour ce qui concerne l'Inquisition en Italie, c'est l'interdiction faite aux fidèles italiens de lire la Bible. Il y a un très célèbre ouvrage de Fragnito qui s'appelle La Bibbia al rogo, donc la Bible au bûcher. Il y a cette condamnation qui porte et qui fracture en fait là très nettement effectivement l'Europe de ce point de vue-là. Est-ce alors, votre ouvrage est consacré à l'Inquisition romaine et la France, donc je souhaiterais
terminer les 12 dernières minutes sur cette question française. Au fond, est-ce qu'on peut parler d'inquisition française à l'époque moderne? Alors, on ne peut pas parler d'inquisition française, en dehors de cas vraiment très marginaux. C'est-à-dire qu'il existe un héritage médiéval, un inquisiteur à Toulouse, mais dont l'action est très très mal connue. Il y a des recherches qui sont en cours là-dessus. En histoire, on continue à apprendre des choses. Un jour, on ne referme jamais ces dossiers. Voilà. On saura plus de choses sur l'inquisiteur de Toulouse. Probablement essentiellement un rôle d'informateur, notamment à destination de Rome. Il y a un inquisiteur en Roussillon à partir du moment où, avec le traité des Pyrénées, le Roussillon entre dans l'escarcelle française. Donc nous sommes en quelle année ? 1659. Voilà, donc il y a, quand la Franche-Comté, là aussi conquise par Louis XIV, entre dans l'escarcelle de la France, il y avait des inquisiteurs en Franche-Comté, mais en dehors de ça, dans le Royaume de France, non seulement il n'y a pas de tribunaux inquisitoriaux, mais en plus, les décrets de l'Inquisition romaine, toute universelle qu'elle se prétend, n'ont pas droit de cité en France et ne peuvent pas être publiés. Et donc n'ont pas de valeur légale. Alors certains fidèles peuvent éventuellement, par attachement à Rome, se considérer tenus en conscience par les décrets de l'Inquisition romaine, mais son autorité, de ce point de vue-là, est relativement imperméable. Mais par contre, en raison du poids que joue la congrégation de l'Inquisition désormais dans le catholicisme global, elle fait l'objet d'une attention de plus en plus majeure entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il y a encore une exception, c'est l'enclave d'Avignon. Oui, bien sûr. Pour laquelle on a un dossier très intéressant dans les archives de la congrégation du Saint-Office qui concerne la pucelle d'Orléans de Voltaire. Et là, l'inquisiteur en fait saisit sur les presses d'un imprimeur local qui s'appelle Domergue l'édition en cours d'une édition pirate en cours de la pucelle d'Orléans, une édition particulièrement corsée qui forçait évidemment pour mieux vendre les détails déjà assez croustillants du poème de Voltaire. Donc le dossier est transmis à Rome et la pucelle d'Orléans est l'un des textes de Voltaire qui est le plus sévèrement condamné, interdit à la lecture, y compris aux autorisations qui sont données donc, à certains prêtres ou autres personnels du clergé ou pas d'ailleurs, de lire des ouvrages interdits. La pucelle est très rigoureusement interdite à la suite de cette saisie, de ce procès à Rome. Juste pour préciser pour les auditeurs, rappelez que comme le comtat venessin, donc à peu près l'actuel département du Vaucluse, est un territoire pontifical, il y a bien sûr, comme à Rome, une inquisition en Avignon, mais qu'en plus les inquisiteurs d'Avignon regardent tout ce qui se passe dans les régions avoisinantes et sont pour le coup vraiment un relais d'information sur la France, voire même aussi parfois de cause, parce qu'il n'est pas rare que, évidemment, les gens franchissent les frontières et que quelqu'un passe de Béziers à Avignon, par exemple. Voilà, et que, vous parlez des voyageurs français, en fait. Il y a des voyageurs aussi français qui vont en Italie et qui peuvent se retrouver pour X raisons en face de l'Inquisition. Oui, alors ça, c'est une des choses que mon collègue Albrecht Burkhardt a beaucoup étudié, c'est-à-dire l'action de contrôle des frontières par l'Inquisition romaine à l'échelle, pour le coup, de l'Italie, avec notamment justement des angoisses autour de la résurgence d'éventuelles idées protestantes. Et certains sujets du roi de France peuvent se retrouver dans les prisons de l'Inquisition lorsque ils ont voyagé en Italie. C'est des cas qui sont en même temps tout de même relativement rares, y compris parce que, alors notamment lorsqu'on est sur des figures un petit peu importantes, la protection de la France peut aussi faire
que l'Inquisition se montre pas toujours très très soucieuse de trop réprimer les sujets français. Alors, bon, nous sommes au XVIIIe siècle, on voit bien, mais même au XVIIe, certes, les textes romains n'ont pas droit de cité dans le royaume de France, mais il y a un long lien étroit entre j'allais dire, Paris et Rome, ou entre Versailles et Rome, parce que nous sommes dans une époque de débat théologique. On parle du jansénisme, on parle d'autres idées religieuses, et ce sont des questions qui doivent être traitées à la fois par la couronne de France et Rome. Oui, alors ce que je dirais, c'est aussi autour de la question janséniste, c'est vraiment l'Église qui se transforme, l'Ecclésia qui se transforme très profondément. C'est-à-dire que les questions de qu'est-ce qui circule dans l'espace public dans l'Église deviennent des questions absolument essentielles. Les textes qui circulent, la publicité des polémiques constituent un enjeu fondamental. Et d'une certaine manière, ça, c'est une occasion pour la congrégation du Saint-Office d'intervenir sur une France sur laquelle elle a peu d'autorité. Et elle va beaucoup utiliser ces débats, y compris parce que les différents opposants à tour de rôle essayent aussi d'utiliser Rome pour faire conforter leur position. C'est-à-dire, le jansénisme fait l'objet de condamnations romaines, mais un certain nombre d'acteurs jansénistes, en particulier français, ont eux aussi, de leur côté, essayé d'obtenir des condamnations à Rome de leurs adversaires. L'Index, d'ailleurs, distribue les condamnations à droite et à gauche. Du côté des jansénisants comme des anti-jansénisants de manière assez généreuse. Alors, c'est intéressant sur le long terme l'histoire du catholicisme. C'est-à-dire que l'Inquisition, à un moment, elle cesse d'être un tribunal pour devenir vraiment une institution doctrinale. Ça, c'est vraiment le devenir contemporain. Mais dans cette transformation de l'Inquisition romaine en institution proprement doctrinale, cette étape française du XVIIe et du XVIIIe, avec une Rome qui ne peut pas intervenir via des tribunaux, mais qui par contre peut intervenir dans les débats théologiques, ça a été vraiment un moment préparatoire dans lequel l'Inquisition a appris qu'elle pouvait être une institution doctrinale. Et Laurence Massé, vous montrez dans votre article le rôle des nonces, des ambassadeurs sur ces questions. Tout à fait. Alors, ce rôle des nonces, il est connu, il a été étudié sur un assez long terme, puisque dans les terres, dans les pays précisément où l'Inquisition ne peut pas intervenir directement, ce sont notamment les nonces qui vont se faire en quelque sorte le relais donc de certaines des missions, et notamment des missions d'information, de remontée de l'information vers Rome, qui pouvaient être celles des inquisiteurs. Et donc on a effectivement un certain nombre de cas, notamment au XVIIIe siècle que j'ai étudié, mais c'est vrai antérieurement, de nonces qui signalent donc aux congrégations, alors via la secrétairerie d'État généralement, donc la diffusion par exemple de certaines doctrines ou de certains ouvrages. C'est le cas de La Voix du sage et du peuple que j'ai cité tout à l'heure en 1751. C'est le nonce qui indique à Rome que cette querelle est vraiment brûlante et que la pression du clergé de France se fait très forte et qu'il faut que Rome interviennent. C'est le cas un peu plus tard toujours concernant Voltaire. Alors cette fois-ci, on est à la marge est de l'Europe. On est du côté très proche des États de Catherine II de Russie. Et on a le cas de l'impression, dit le nonce, sous les yeux de l'évêque de Poznan, de l'édition de l'essai sur les dissensions des églises de Pologne de Voltaire, donc, qui rapporte ces conflits au sein de la chrétienté. Donc les nonces sont vraiment des personnalités très, très importantes. Ils disposent d'un réseau, ils constituent un réseau, en fait, un autre réseau capillaire un peu secondaire qui vient doubler en quelque sorte et se substituer à l'Inquisition quand l'Inquisition ne peut véritablement intervenir. Alors il reste... Oui, je vous en prie. Oui, et en tout cas, à Rome, l'Inquisition guide aussi énormément la main des nonces. C'est-à-dire que les instructions, les demandes qui sont présentées par les cardinaux inquisiteurs aux nonces pour informer la congrégation du Saint-Office sont vraiment très fréquentes, très importantes. Et les nonces, la plupart du temps, s'exécutent. Quand l'Inquisition demande une enquête
soit sur un petit dossier local, soit sur des textes. Les nonces font le travail pour acquérir les documents que l'Inquisition leur demande. Alors je voudrais terminer, parce qu'il reste 3 minutes, sur cette idée. En fait, au XIXe siècle, il y a la Révolution, la France s'éloigne de Rome, mais vous montrez dans votre livre que, au-delà du fait que la congrégation de Vienne et se penche davantage vers la doctrine plutôt que vers la condamnation, eh bien, on voit une France qui s'éloigne de Rome, et Rome qui, par voie de conséquence, étend davantage son pouvoir sur les églises. Alors, il y a un moment très 19e de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe d'une inquisition qui a disparu au 19e siècle partout en Europe. La dernière à disparaître, c'est l'inquisition espagnole en 1834, qui ne subsiste que dans les États pontificaux. Mais effectivement, dans le grand mouvement du 19e, d'affirmation de l'autorité pontificale, mais aussi de consentement des catholicismes européens à l'affirmation de cette autorité, et notamment du catholicisme français, qui avait été longtemps le plus résistant, un des éléments, c'est justement la manière dont tant le clergé de France que les fidèles français peuvent se tourner vers le Saint-Office au XIXe siècle. Alors ça, quand même, on en trouve peu de généalogie au XVIIe et au XVIIIe. Mais sur d'autres dimensions, par contre, de l'administration de la grâce pontificale, l'Inquisition a été une institution importante au XVIIe et au XVIIIe. Ça, c'est des choses qu'on est beaucoup en train de revaloriser en ce moment en termes de recherche. C'est notamment tout ce qui est l'administration des dispenses, l'administration des grâces à destination du clergé de France par Rome. Et on constate que malgré le gallicanisme, et ce qui ne le nie pas, la France est un des premiers receveurs des grâces qui sont accordées par les différentes congrégations, et ça vaut pour le Saint-Office aussi. C'est-à-dire, dans le corpus des dispenses du Saint-Office, on a beaucoup de dispenses françaises. Un dernier mot, Laurence Massé, il reste à peine 1 minute. Oui, juste pour revenir sur le 19e siècle, et peut-être l'index au 19e siècle, effectivement, vous parliez de ce paradoxe, et ce qu'on constate, c'est qu'à la différence de la composition du personnel qui composait cette congrégation, encore relativement mineure, en fait, au 18e siècle, en tout cas dans la subordination du Saint-Office, très certainement, on constate l'arrivée quand même assez massive de consulteurs qui sont des consulteurs français. Et donc peut-être aussi une forme d'ouverture en quelque sorte, au moins de l'index, et peut-être en général des congrégations vers ces catholicismes européens qui étaient jusque-là, en tout cas pour ce que j'en ai vu au XVIIIe siècle, peu représentés au XVIIIe, oui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. L'Inquisition romaine et la France, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Albrecht Burckhardt, je veux bien prononcer, à l'École française de Rome. Donc vous pouvez vous procurer cet ouvrage sur le site internet de l'École française de Rome. Laurence Massé, vous êtes un des auteurs de cet ouvrage spécialiste du XVIIIe siècle. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com. Nous avons parlé du gallicanisme, nous avons parlé du jansénisme, nous avons parlé de l'Inquisition médiévale. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur ktotv.com dans les archives. Et donc, écoutez, retrouvez ces émissions. Si vous aimez l'histoire, rendez-vous aussi chez notre partenaire StoriaVoce.com. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.